Monsieur Jean-Jacques Lagrange, quand on est à l'origine d'une aventure aussi extraordinaire que la télévision, quand on est présent dans les débuts et qu'on voit se produire tout à coup un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire que l'invention à laquelle on participe devient tout à coup omniprésente dans la vie des gens. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous voyez cet outil devenu si commun? Ah, je suis à la fois fasciné. Je me dis que quand on se retourne comme ça sur 40 ans d'activité et qu'on voit ce que c'est devenu, qu'on a eu raison contre tous ceux qui nous disaient que la TV ça marcherait jamais en Suisse, que c'était rien du tout, etc. Et tout ce qu'il a fallu avaler à l'époque, ça fait plaisir de voir que c'était finalement nous qui avions raison. Euh, Et puis, on est un peu inquiet et triste de voir les dérives aussi, parce qu'il y a quand même des dérives incroyables par rapport à ce qu'on espérait faire et ce qu'on imaginait que la TV pourrait être quand on l'a démarré, quoi. Alors j'aimerais peut-être que vous décriviez votre rêve d'il y a 40 ans. Ah, le rêve, c'était, disons que le rêve, c'était de faire du cinéma. Et à ce moment-là, il est clair que la télévision a été pour toute ma génération de cinéastes une des possibilités de faire des images, de raconter des histoires en images, et, de faire des documentaires. Il faut dire que je suis d'une génération qui a découvert le documentaire avec Flaherty, qui reste pour moi et pour nous un maître. C'est notre maître qui nous a fascinés de découvrir cette possibilité de capter la vie. Et c'est ça qu'on a eu envie de faire. Et c'est ça qu'on a fait. Euh, Tout le grand mouvement du cinéma direct qu'on a vécu dans les années 60 et l'enfant de Flaherty et de ce mouvement documentariste qui a trouvé dans la TV de l'époque des possibilités de produire des films, de faire des reportages et de capter la vie. Donc sur ce plan-là, on a pu on a pu s'épanouir, on a pu faire les trucs qu'on avait envie de faire. Et puis à côté de ça, la TV m'a donné la possibilité de faire de la mise en scène, de travailler avec des comédiens, de monter d'abord des pièces de théâtre au début, et puis ensuite de faire des scénarios originaux et d'approcher tout le domaine de la fiction. Donc ça a été des années où vraiment on s'est éclaté, hein. Ça c'est certain. Euh, et qu'on a vu très vite que tous les Cassandres qui annonçaient que la TV n'allait pas intéresser les Suisses avaient tort et qu'au contraire l'engouement est venu difficilement, dans des conditions difficiles pour nous de travail. Je crois que les gens qui travaillent aujourd'hui à la TV n'ont aucune idée des sacrifices qu'on a dû faire et de ce qu'a été le travail de ces 10 premières années. Mais en même temps, c'était tellement passionnant que ça valait bien ce prix-là. Quels étaient les plus grands sacrifices qui étaient les vôtres? Les sacrifices de toute vie privée, tout était consacré à la TV. Moi, j'ai dû sacrifier beaucoup de ma vie familiale, certainement. Et puis des sacrifices financiers, parce qu'on était payé avec des clopinettes. On nous racontait toujours des histoires que faites encore un petit effort et puis vous serez payé mieux, ça ira mieux après. Mais quand année après année, rien ne se passe de ce côté-là, ça a posé des vrais problèmes et qu'à un moment donné, les réalisateurs se sont posé la question de savoir si on allait pouvoir continuer dans des conditions financières aussi minables. Euh, de la rémunération d'un travail de création, de reportage ou de fiction comme nous le faisions. Et donc ça, c'est ça les sacrifices.
Mais en même temps, c'est les sacrifices de, de, de tous ceux qui commencent quelque chose qui n'existe pas et créent quelque chose. Donc, d'un certain côté, ça faisait partie du pari, disons. Vous avez parlé de la dérive. Alors, quel type de dérive particulière constatez-vous actuellement? Avant de parler de dérive, il faut parler de l'explosion de la TV. Dans les années 60-70, ça a été vraiment l'expansion maximum et les possibilités de faire vraiment toutes sortes de types de programmes, une grande compétition entre les réalisateurs, entre les quelques chaînes qui existaient, et de pouvoir faire véritablement la TV publique, de service public qu'on avait envie de faire et qui nous paraissait être l'avenir doré, brillant et évident de la télévision. Bon, et on voyait bien que certains dangers arrivaient. D'abord, je dirais le fait que la télévision n'était plus l'événement de chaque soir, mais qu'elle se banalisait. D'abord par l'extension du nombre d'heures d'émission. Quand il y a une chaîne qui fait 2 heures de programme tous les soirs, la TV c'est vraiment l'événement. Quand on commence de pouvoir capter d'autres chaînes, puisqu'en Suisse romande on a pu capter très rapidement des chaînes françaises, les autres chaînes suisses, et que ces chaînes se multiplient, le public se dilue et le programme que vous faites n'est plus vu par 85% de spectateurs et n'est plus l'objet des conversations du lendemain matin dans les magasins et les bureaux. Le jour où la TV n'était plus l'objet unique des discussions du lendemain, il a fallu commencer de voir le développement de la TV d'un regard différent, ça c'est certain. Peut-être une date. À quelle date situez-vous le moment où vraiment la télévision était à son apogée, je dirais, quant à sa percée dans le public? Bon, il y a eu une première percée vers les années 60, milieu des années 60, après, autour de l'exposition nationale, disons. À ce moment-là, véritablement, la TV noir-blanc était devenue quelque chose de commun. Là, on n'allait plus regarder la TV dans les bistrots, hein, plus essentiellement. Elle était devenue vraiment le meuble du salon qu'on regarde le soir. Et puis là est arrivée la couleur, donc fin des années 60, début des années 70, la couleur est arrivée. Et après, alors ça a été très très vite, les satellites, les chaînes qui commencent de se multiplier pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis la dérive a commencé au moment où les grandes chaînes publicitaires commerciales ont été accordées en France. Pour nous, ça est à ce moment-là que le combat est devenu très 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 dur et que peut commencer ce que moi je considère comme une dérive. Bon, en même temps, la TV est devenue un meuble, un électroménager aussi banal que la machine à laver et aujourd'hui le micro-ondes. Donc ça n'était plus cette boîte magique. C'était devenu, les gens ont un poste, ils ont 2 postes, avec la multiplication des chaînes, les spectateurs se sont éclatés entre les différentes chaînes. Donc, il n'y a plus un événement le soir, il y a des tas d'événements. Ce qui a précipité le mouvement, ça a été au moment où les chaînes de télévision ont commencé de passer des films à haute dose, des films de cinéma à haute dose.
Et là, c'est là que les publics ont éclaté, que, disons, la TV n'est plus devenue tout à fait ce que nous pouvions imaginer qu'elle aurait dû être ou qu'elle devait être, c'est-à-dire un lieu de création, un lieu de culture, un lieu d'ouverture pour devenir une boîte à divertissement. Et, et alors la multiplication des chaînes, l'arrivée du zap, alors ça c'est la mort de la TV. Le fait que les gens n'ont plus à se lever pour aller changer de chaîne. D'abord la multiplication des chaînes, et puis le fait que vous êtes dans votre fauteuil, et clac, 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 on passe d'une chaîne à l'autre. Les gens aujourd'hui, le spectateur aujourd'hui moyen, ne sait plus regarder. Il ne regarde que des bribes d'émissions. Dès que quelque chose, dès que son attention diminue, tac, il zappe, et pour passer sur autre chose, pour arriver au milieu d'une autre émission dont il n'a pas vu le début, et dont probablement il ne verra pas la fin parce qu'il la quittera avant. C'est ça que j'appelle une dérive. Ça, c'est évident, parce que ça, ça a conditionné des techniques d'écriture, de reportage et de fiction en fonction de cet élément-là, en tout cas. On écrit des scénarios de fiction en pensant que les gens pourraient zapper, vont zapper, arrivent au milieu. Donc il y a toute une technique qui s'est développée qui n'est pas forcément favorable à l'expression de création pure et de ce qu'aurait pu être une TV. Je ne veux pas dire par là que les années 60-70, c'est le bon vieux temps. Non, je ne crois pas du tout. Parce qu'il y a encore des possibilités de faire des choses intéressantes. Et je dirais que l'hyper-multiplication des chaînes qui s'annonce, qui est là déjà. J'entends aujourd'hui en Suisse où on est câblé à 70%, où ce 70% de spectateurs a en moyenne une trentaine de programmes à choix, il y a déjà une spécialisation qui se fait. Et alors, à travers la spécialisation, je pense qu'on peut atteindre des publics spécifiques qui apprécient et qui vont apprécier des choses plus pointues. Alors, ça sera moins de spectateurs, mais plus de spectateurs attentifs qui, eux, ont bien des chances de rester du début à la fin. Ça pose le problème de ce que vont devenir les chaînes généralistes, qui sont en général les chaînes de télévision publique, qui sont attaquées à fond par les chaînes commerciales et les programmes que l'on sait. Voilà. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup de télévision interactive, de la participation du téléspectateur à l'émission, et on dit qu'au fond, les émissions de ce point de vue-là pourraient, au contraire, être en un deuxième temps un réveil du téléspectateur. Après les années zapping, l'année de la participation du téléspectateur. Est-ce que c'est une vision que vous partagez ou que vous trouvez trop optimiste? Elle est très optimiste, mais je la partage parce que je vois que c'est la voie vers laquelle, dans les sociétés développées comme les nôtres, on s'avance très très vite, j'entends. Et qu'à ce point de vue-là, certainement que la TV va devenir un outil différent de ce qu'elle est dans ces années zapping. Ça, certainement. Et il y a là des développements extrêmement intéressants qui vont donner la possibilité de se diversifier beaucoup plus, de se spécialiser beaucoup plus et de se diversifier. D'autre part, il est clair, il est évident
que la multiplication des chaînes, la possibilité qu'il y aura à un moment donné de pratiquement commander le film qu'on a envie de voir et qu'on n'a pas vu 3 jours avant parce qu'on n'était pas chez soi quand il a passé. Ces possibilités-là ouvrent des perspectives sur la réutilisation, la rediffusion des films qui sont intéressantes et qui sont des options sur lesquelles nous travaillons déjà. J'entends que les TV publiques aussi savent se préparer à utiliser et réutiliser leurs archives, leur matériel d'une façon beaucoup plus éclatée. Ce qu'on peut craindre, c'est que la TV qui avait déjà tué les soirées au coin du feu devienne, dans nos sociétés avancées, un plaisir de solitaire et à la fois décuple les possibilités de communication avec des CD-ROM et tout ce qu'on peut envisager, mais en même temps font que chacun est dans son coin, dialogue avec son ordinateur et plus avec les autres. Ça, c'est quelque chose que je trouve inquiétant et que j'ai vécu dans la profession quand on a passé au montage par ordinateur, où j'ai vu que le type de dialogue que le réalisateur entretient avec sa monteuse se trouve tout d'un coup modifié. La monteuse dialogue avec l'ordinateur pour le montage et ne dialogue plus la même chose avec le réalisateur. C'était assez étrange et ça m'a fait réfléchir sur certains de ces dangers qui peuvent être, je pense, contournés, mais j'entends ça montre qu'il y a là un danger d'individualisation à l'extrême. C'est actuellement la télévision romande monte ses émissions déjà sur régie numérique. Oui, tout à fait. Vous introduisez déjà vos images en numérique. Tout à fait, oui. J'ai monté le dernier film que j'ai tourné, La Confession du Pasteur Burg, a été un essai pilote de montage sur Avid, donc sur système Macintosh sur ordinateur. Il y a combien de temps que la télévision est équipée? Eh bien, c'est un film que j'ai monté maintenant, ça fait 1 année et demie. Et vous étiez le premier à faire un film monté à la télévision romande avec Avid. Oui. À nouveau, vous reprenez votre rôle de pionnier. Ah bah écoutez, c'est normal. D'abord, c'est normal, étant donné que je suis chargé professionnel des réalisateurs, il est normal que j'ouvre les voies et je pense que mon rôle, il n'a pas changé à travers ces 40 ans. Ça a toujours été de faire les premiers films couleurs, de faire les premiers essais de vidéo légère alors que tout le monde pensait que c'était de l'américanisation, que ça n'aurait jamais aucun avenir. J'ai réentendu à la fin des années 60, mais cette fois à l'intérieur de l'entreprise, les mêmes discours que j'avais entendus en 53-54 quand on venait nous dire « la TV, ça n'a aucun avenir en Suisse ». Là, on m'a dit la vidéo légère, ça n'a aucun avenir, c'est des trucs pour Américains. Et aujourd'hui, en quelques années, la vidéo légère a balayé certains types de tournage en film, pas tout, puisque nous continuons de tourner tous nos films de fiction sur pellicule pour des raisons évidentes. Je pense que le film a toujours un avenir, en tout cas pour la fiction. Ça, c'est évident. Même raison probablement. De qualité ou raison de survie? Raison de qualité. Tant que la vidéo n'aura pas atteint la douceur des images du film et la subtilité, même si les techniciens vidéo prétendent qu'elle est beaucoup plus subtile, il y a dans la vidéo un petit côté que j'appellerais médical. Je dis une image médicale,
qui n'est pas en accord avec la fiction, même si on a fait de gigantesques progrès aussi là, et que les techniciens, les chefs opérateurs savent aujourd'hui éclairer magnifiquement la vidéo. Mais alors il y a ce phénomène-là. Le deuxième phénomène, c'est que on ne savait pas jusqu'à maintenant quel serait le format de télévision de l'avenir, et que en tournant en film, avec certaines techniques, surtout les Américains qui tournent en 35 mm, avec la technique de shoot and protect, ont pu utiliser leurs films avec dans tous les formats de cinéma, et pourront demain réutiliser des films tournés il y a 40-50 ans dans le nouveau format 16:9 de télévision. Donc, mais alors, au niveau de la diffusion, est-ce que, puisqu'au fond le téléspectateur va de toute manière recevoir une image électronique, est-ce qu'on voit une différence aussi entre une image que reçoit le téléspectateur tournée sur pellicule et une image tournée en vidéo? Oui. Oui, je pense. Que la différence est grande non, je pense qu'elle va aller en s'amenuisant. Il faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, des séquences entières de films de cinéma sont tournées en TV haute définition. Bon, TV haute définition. Hein, et ensuite transférées sur pellicule. Et que pratiquement, ça ne se voit pas. Donc, en ce qui concerne la TV haute définition, on atteint une qualité d'image absolument inouïe. Enfin, la TV haute définition n'est pas encore là et est loin d'être là. Les espoirs qu'on a pu avoir il y a 4-5 ans sont reportés non pas au calende grec, mais à quelques décennies de l'an 2000, parce que les coûts incroyables d'équipement et de transformation des installations en haute définition, quel que soit le système qui sera choisi. On sait aujourd'hui que ça sera digital, mais ces frais ne sont pas possibles pour les TV publiques entre autres, qui sont toutes dans les chiffres rouges de façon calamiteuse. Par contre, qu'on passe au nouveau format, ça va se faire dès l'année prochaine, puisque nous introduisons le PAL+, dès le début 95, qui est un 625 lignes amélioré, mais surtout en format déjà 16:9. En 1994, si je vous demandais de définir la télévision dont vous rêvez, la télévision que vous estimeriez la bonne télévision à faire? Bon, il faudrait dire les télévisions, parce qu'il y a plusieurs sortes de télévision. Il y a une télévision d'information qui doit arriver à donner non pas des images prétextes qui se banalisent tellement que pour finir les gens ne sont plus sensibles à rien. Vous voyez des cadavres sur les écrans et ça devient des choses tellement abstraites que toute l'horreur de la guerre et les souffrances des hommes ne passent plus du tout. Donc il faudrait une TV où le reportage de réflexion peut de nouveau trouver une place. Il est certain que par contre il y a tout un domaine de divertissement qui est aussi le rôle de la télévision et qui est attendu par les gens. Et puis en fiction, je pense qu'il y aura des développements intéressants. Moi, ces dernières années, j'ai surtout fait de la fiction, donc c'est ce qui m'intéresse actuellement dans ces développements, dans les possibilités qui sont offertes. Mais je souhaite que la multiplication des chaînes thématiques permette à chacun des réalisateurs de mieux pouvoir exprimer
ses idées, ses goûts, son talent, son pouvoir créateur, que dans la TV qu'on a vécue ces dernières années, qui est devenue très, très schématique, complètement braquée sur l'audimat et la compétition d'une chaîne à l'autre, et qui s'est cantonnée dans des genres très définis. Il y a plus de, il y a plus, il y avait beaucoup plus de diversité dans nos programmes il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour des raisons de compétition, on est obligé de, de tenir des genres. Vous avez le documentaire temps présent, mais vous n'avez pas d'émissions à l'intérieur de la chaîne, d'émissions de même genre compétitives qui permettraient d'avoir une émulation entre les réalisateurs. Vous avez le documentaire culturel, Viva. En dehors de Viva, si vous voulez faire du documentaire culturel à la TV, ou disons culturel entre guillemets, des films plus personnalisés, il n'y a pas de possibilité. Alors il faut plaire aux producteurs de Viva. Si le genre de film que vous avez envie de faire ne lui plaît pas, vous ne le faites pas. Donc c'est là qu'il y a un certain appauvrissement par rapport à toute une génération de jeunes cinéastes qui est en train d'arriver, que j'ai pu voir arriver ces dernières années, que nous avons recrutés aussi, et qui sont des jeunes pleins d'idées, qui sont nés avec l'image, qui ont passé qui sont alimentés depuis la plus tendre enfance à l'image, et qui ont à la fois des idées, il y a un discours visuel très, très intéressant, qui fait éclater un peu les cadres traditionnels. J'aimerais encore vous demander de vous prêter à un petit jeu d'hypothèse, à supposer que la télévision n'ait pas été inventée. En quoi estimez-vous que la société pourrait être aujourd'hui différente? En admettant donc que le reste des développements que l'on a connus, développements techniques, se soient produits, mais que simplement l'invention de la télévision n'ait pas été au rendez-vous. Mais je répondrai d'abord par une boutade, c'est de dire qu'elle ne pouvait qu'être au rendez-vous du développement technologique. Il n'y aurait pas eu le développement technologique que nous connaissons. Alors on pourrait, mais étant donné le développement, on ne peut pas dire il y aurait eu le développement technologique du reste et pas de la TV. Ça ne me paraît pas possible. J'entends tout est contenu dans ce développement technologique. Par contre, je pense que si la TV n'avait pas été là, on peut quand même essayer de supposer ce qui serait passé. Je pense qu'on aurait une société peut-être plus solidaire, mais une société plus fermée, parce que la TV a été une ouverture qui a permis à des gens qui n'étaient pas en contact avec les possibilités d'ouverture au monde, les traditionalismes, les intégrismes auraient été plus forts, bien qu'ils reviennent en force aujourd'hui. Mais je pense que la TV, en tout cas en Suisse, de ce que j'ai pu voir et des réactions que certaines des émissions que nous avons eues ont provoqué à l'époque et ne provoqueraient pas aujourd'hui, je pense, et des témoignages que j'ai pu avoir de spectateurs pour qui le fait d'être isolé dans un canton un peu retiré, d'avoir la possibilité de voir certaines choses, de vivre certains événements, ça a été un élément d'ouverture. Donc voilà ce qui me semblerait, ce que je crois pouvoir dire aujourd'hui, mais les choses vont tellement vite. J'entends, et ce qui est en train de se passer actuellement, avec justement la TV interactive et tout,
donne le vertige à la limite. Et on se demande qu'est-ce que ça va donner. Mais d'un autre côté, il ne faut pas se braquer uniquement sur nos pays, je dirais, développés. Il faut voir ce que la TV peut faire ou fait dans des pays en voie de développement. Et c'est peut-être là que c'est le plus consternant. Quand je vais en vacances aux Maldives et que je vois les Maldiviens se passionner et regarder Dallas, on se prend la tête, j'entends, à se dire, mais quelle image ils ont de la civilisation, entre guillemets, de notre monde. Et quel décalage phénoménal il y a entre leur vie quotidienne dure et très hyper simple et ce qu'ils voient à l'écran. C'est, ça donne à réfléchir. La télévision a été aussi utilisée comme outil à de nombreuses reprises, outil politique et outil idéologique, et je pense en particulier à ce phénomène quand même typiquement américain, en tout cas jusqu'à présent, ces téléévangélistes qui ont même parfois des satellites ou des zones satellites pour diffuser leurs antennes, leurs émissions, et qui véhiculent un langage extrémiste, un langage extraordinairement conservateur. Alors j'en viens à ma question, est-ce que la télévision, de manière générale, on peut dire que c'est un vecteur de tolérance? Ça peut être un vecteur d'ouverture, ce que je disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi un outil assez inquiétant. Quand on voit l'usage qui est fait actuellement en Serbie de la télévision, on n'est pas très fier d'avoir des collègues qui font ce qu'ils font. Mais ça, c'est un problème général de déontologie. D'autre part, il est clair que certaines dérives commerciales de la télévision, ou que la dérive commerciale de la télévision ne contribue pas à renforcer l'image même de ce média, quoi. Ça, c'est certain. Donc, moi, je fais un bilan très, très mitigé. J'ai vécu personnellement une aventure fantastique, que si c'était à refaire, je redémarre demain, mais qu'en même temps, je me pose des questions sur ce que cet outil va devenir. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, en 1994, est-ce que vous vous lanceriez dans une carrière d'homme de télévision? Je crois, avec la même passion qu'il y a 40 ans, mais dans des conditions certainement peut-être aussi difficiles, mais différemment. J'entends, quand vous êtes un pionnier sur quelque chose qui n'existe pas, vous crevez la dalle sur des choses essentielles et primordiales. Aujourd'hui, l'avenir des jeunes réalisateurs, il est difficile, mais ils partent à partir d'un point de départ où toute la technique est là, à son point de qualité optimum ou presque. Alors que moi je suis parti d'un point zéro, de qualité zéro, et puis on a progressé petit à petit en même temps que la technique se développait. Alors les conditions sont différentes, mais je pense que l'aventure aujourd'hui, même si elle est différente, vaut la peine d'être vécue pour un dingue de TV, d'image, ça sûrement.
le dessin que l'on voit encadré, on voit un œuf et un développement de l'œuf, la poule. Qui a fait ce dessin? C'est moi. Bon, ici, c'est ma paroi souvenir. Hein. Et, bon, alors ça, c'est un dessin que j'ai fait en 1937, donc j'avais 8 ans. Et puis là, j'ai mis mon dernier storyboard. J'ai dit que ça, c'est mon premier storyboard, qui est l'histoire de la poule et de l'œuf. Et puis, ça montre que peut-être déjà à ce moment-là, inconsciemment, j'avais envie de faire du cinéma. Mais le dernier storyboard qu'on voit, c'est une image très fine, à l'encre, à la plume. Oui, c'est bon. Moi, j'ai toujours fait des storyboards de mes films. Parce que ça m'aide, et puis j'ai appris, comme je suis un autodidacte, que j'ai appris dans les livres, des manuels américains, où le storyboard est un élément. Comme en plus j'adore dessiner, je joins l'utile à l'agréable. Et là, vous l'avez fait pour quel film? Ça, c'était pour Burke, la confession du pasteur Burke. Donc, votre dernier... C'est le dernier film, oui, oui, tout à fait. J'ai regroupé là des bandes, je crois que j'ai ici le truc. Alors, ici, on a tout le storyboard. Voilà comment ça se présente normalement. Donc, on a... Et ça, c'est un dessin... c'est les photocopié? Ça, c'est l'outil de travail, les petits cadres dans lesquels je dessine les plans tels que je les imagine, avec les indications, puis là on a le texte. Et vous distribuez ça à votre équipe? Oui, je le donne au chef opérateur, à l'ingénieur du son et aux assistants. À la fois, ça permet de gagner du temps pour préparer, et ça permet pour les assistants, par exemple, de voir déjà le nombre de plans que je fais par jour. Et c'est un outil de travail, mais c'est un outil qui ne doit pas être contraignant. C'est pas parce que j'ai dessiné un truc que je vais le faire. Il faut s'adapter sur le terrain. En général, est-ce que, je dirais, vos films ressemblent au storyboard assez... À 2/3, oui. Aux 2/3. Ouais. Bon, parce qu'il y a tout l'apport après de la monteuse qui propose à partir du matériel que j'ai filmé. Moi, je tourne pas monter, évidemment qu'on déborde beaucoup. Et mais disons que ça permet, moi ce que je trouve, ce qui est bien le storyboard, c'est que ça permet d'abord, c'est un outil de dialogue avec l'équipe, et puis quand on change, on peut toujours retomber sur ses pattes. Comme on tourne dans le désordre, on a quand même des petites notions qui font que vous ratez pas des enchaînements et que vous ne vous trouvez pas devant des problèmes au moment du montage. Alors justement, le montage, vous avez fait allusion tout à l'heure à ce changement intervenu par le fait que maintenant on monte sur des régies digitales, mais est-ce que ça n'est pas pour le réalisateur finalement une aubaine aussi, dans la mesure où vous pouvez peut-être participer davantage qu'avant au montage? Non, ça n'a rien changé à ce niveau-là. Le temps de montage est à peu près le même. Bon, on peut monter peut-être un peu plus vite, mais ça ne change rien au rôle du réalisateur, ça ne change rien au rôle du montage, qui pour moi est un rôle essentiel. J'entends, on fait un film au montage autant qu'au tournage, et c'est au montage que le film acquiert sa musique interne, son rythme, des tas de choses essentielles. Qu'on affine le récit, la manière de raconter l'histoire, qu'on peut changer des trucs, etc. Mais donc c'est uniquement techniquement, on touche plus la pellicule, alors ça pose des problèmes. Par exemple, je prends un exemple. Sur une table de montage, votre film défile en avant. Vous revenez en arrière pour revoir la séquence. Quand le film déroule en arrière, vous continuez de voir les images, de les mémoriser, de les vivre, d'être à l'intérieur des images. Avec l'ordinateur, vous revenez au début, vous n'avez pas revu. On repart, mais on ne revoit pas. Il y a tout un travail de mémorisation, de vie interne avec les images qui n'existe plus. Bon, alors il faut s'habituer, j'entends,
Il faut apprendre, il faut voir comment on peut surmonter ou comment on peut maîtriser cette nouvelle technique pour en faire une aide et pas un handicap. Alors je vois aussi sur cette même paroi les photos dédicacées des 3 astronautes d'Apollo 11, Armstrong, Aldrin et Collins. Elles sont dédicacées, vous les avez rencontrés à quelle occasion? J'ai fait une grande émission à Houston pour la télévision médicale CIBA et sur la médecine spatiale. C'est une émission en circuit fermé pour des médecins dans toute l'Europe, qui était transmise en direct de Houston. Donc j'ai été travailler là-bas, à la base de San Antonio, qui est une base de recherche médicale d'aviation, et puis à Houston. Et à l'occasion de cette émission, je les ai rencontrés. Et d'ailleurs, Armstrong participait à cette émission qui était transmise dans toute l'Europe, surtout germanophone. Vous avez eu l'occasion de discuter avec Armstrong? Un peu, oui. Quelle impression est-ce qu'il vous a donné? Un homme d'acier. Mais en même temps, j'entends c'est le conquérant, je crois que c'est l'image qu'il peut donner. C'est un homme d'émotion intérieure, d'émotion cachée, ou est-ce un homme qui les maîtrise complètement? Je pense que c'est un homme qui les maîtrise totalement. On ne peut pas arriver, je crois, là sans mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion. Hein. Mais je pense que quand on voit ce qu'ils subissent comme entraînement et les contraintes physiques que représentent ces vols, il faut être vraiment des surhommes. Mais on a vu dans l'histoire postérieure de ces hommes combien ils sont aussi fragiles et comment certains ont été complètement brisés par cette expérience. Est-ce que vous vous souvenez d'une question que vous avez posée à Armstrong à cette occasion-là? Non, ça fait ça fait longtemps. Mais disons que c'était un homme qui m'avait impressionné à l'époque. C'est pour ça qu'il est là. En place importante, je vois aussi qu'il y a des restes de tournage. Ah oui, ça c'est les classiques claques de films que tout le monde se dispute. J'ai pu en sauver quelques-uns, pas tous, mais je les ai... Mérette, La Vierge Noire, La Petite Fille Modèle. La Petite Fille Modèle, Dernier Regard de l'Aigle. C'est des souvenirs, voilà. C'est chaque fois le dernier plan qu'on a tourné. Vous avez aussi mis, je vois, quelques proverbes. Oui, parce que j'ai pas de mémoire, ou j'ai une mémoire un peu qui flanche, comme disait la chanson de... Alors, j'en vois quelques-uns. Lequel vous fait méditer encore le plus aujourd'hui, de ces proverbes que vous voilà? Il y en a un qui est une vérité, c'est de dire au cinéma on a du talent à plusieurs. Je crois que ça c'est la base du travail pour d'accepter pour un réalisateur. Souvent c'est peut-être tous les autres ils sont pas mal. Celui qui me plaît le plus aujourd'hui, ça dépend des jours, hein. Je dirais que dans les jours difficiles qu'on vit, d'horreur de par le monde et qu'on se dit comment ça va aller, celui qui dit le désespoir est une insulte à l'avenir, je trouve ça pas mal. Je trouve que je crois qu'il faut. Et puis il y a il y en a un qui me plaît bien, c'est l'ombre du bambou nettoie l'escalier, mais la poussière ne bouge pas. Ça, c'est un proverbe japonais qui dit beaucoup de choses. Hein. Puis les autres sont bien aussi. Hein. Il y en a un qui est amusant, poussière au pied mieux que poussière derrière. C'est tout vous voyez que c'est quand même tout des proverbes qui sont poussés vers le futur, vers une certaine positivité et
qui oppose l'actif au non-actif. Alors sur cette photographie, on voit un décor représentant une cabine de téléphone à droite et reste d'une église au fond, semble-t-il. Oui, c'est les ruines d'une ville anglaise. C'est la première dramatique que j'ai tournée à la TV en 1954. C'est un décor qui a l'air immense, mais qui est monté dans le studio de mon repos de 6 mètres sur 12 et qui est un monologue écrit par Peter Brook pour la télévision britannique que j'avais repris et qui était interprété par René Habib. C'est un monologue, c'est une histoire d'un gangster qui fait des téléphones dans une cabine. Un acte, 30 minutes. Et c'est la première dramatique que j'ai montée à la TV. Après, nous, on a passé au studio à Carl Vogt, qui alors était un vrai studio de TV, 400 mètres carrés. Et là, on faisait toutes les semaines des dramatiques ou téléthéâtre. Et en 1956, j'ai fait ici un scénario original écrit par Franz Walter pour les fêtes de Pâques. Et ça s'était intitulé Haydn chez Mozart. Il y avait à la fois des parties musicales et une partie théâtrale. Voilà. C'était le genre de spectacle, de fiction qu'on pouvait réaliser à cette époque en studio avec des comédiens romans. Qui voit-on là ici, André Davier et André Faure. Qui jouait Mozart. André Faure qui jouait Mozart. Alors, c'est vous qui avez dirigé ces comédiens, oui. ces opéras. Alors, est-ce qu'à cette époque-là, en 56, on est donc à Carl Vogt, on est déjà à l'emplacement actuel Ah oui, tout à fait, oui. Et donc, le bâtiment, quel type de bâtiment? Alors, c'était, comme le studio de mon repos s'était révélé trop petit, la ville de Genève a transformé la salle de répétition de l'OSR dans le bâtiment de Radio Genève en studio de télévision. Ça a été transformé en quelques mois et au mois de juin 55, on a déjà pu déménager et commencer de véritablement faire des productions de télévision à peu près sérieuses. Mais à cette époque-là, est-ce que, là, dans le cas de cette pièce, par exemple, de 56, est-ce qu'on tourne intégralement tout en direct? Ah oui, là, on répétait 1, 2, 3 jours, après on a pu répéter beaucoup plus longtemps, et on passait en direct le soir. Ça passe donc en image électronique? Tout à fait. Et à ce moment-là, par exemple, cette pièce, vous n'en avez pas de... Ah non, il n'y a plus aucun souvenir, il n'y a rien. que le souvenir de la photo. Tout à fait. Comme par exemple ici, une pièce que j'ai, un scénario original. Alors c'est vous qu'on voit ici. Que j'ai monté ici, c'est André Pache, un Donc acteur. vous êtes à droite, hein, on vous voit ici. Oui, là. Et ici, c'est Mireille d'Arc, qui venait de commencer sa glorieuse carrière. Et j'avais pris là un texte, une pièce d'un auteur italien qui s'appelait Une montagne de papier et que nous avions adapté en français. Et voilà, ici, Mireille d'Arc avec André Pache et un acteur roman qui a fait beaucoup de dramatiques, Paul-Henri Wilde. Et là, c'est une dramatique dont il ne reste absolument rien, qui a passé un soir à l'antenne. On est à quelle époque à ce moment-là, à peu près? Écoutez, ça doit être 56 ou 60. Mireille d'Arc, avec quel âge? Elle venait de commencer, elle n'avait pas encore fait corriger son nez. Et elle n'avait pas encore tourné pour le cinéma. Elle venait de tourner deux téléfilms en France qu'il avait rendus célèbres. Encore une qui a eu tort de changer son nez. Ah oui, je pense.
Alors à côté de ça, dans ce studio, on faisait énormément d'émissions en direct. Beaucoup à l'époque, on voyait beaucoup de ballets folkloriques qui passaient, des tournées. C'était l'époque aux années, fin des années 50, début des années 60. C'était la grande période des grands ballets folkloriques, Yougoslavie, etc. Voilà par exemple ici le décor qui avait été construit pour la troupe nationale yougoslave. Qui était venu, dont nous avions repris environ 1 heure de spectacle. On voit bien qu'il s'agit là déjà d'un studio qui permettait ce genre de spectacle. Ballet de l'Amérique latine, ballet du Marquis de Cuevas, Bolchoï, ballet national de Corée, cirque chinois, voilà. Et toutes les semaines, en principe, nous faisions une dramatique en studio. Et dans les bonnes années, après, on répétait 3 semaines en salle de répétition, comme on a vu ici avec Mireille d'Arc, dans des salles de répétition où on dessinait le décor par terre. Et puis après, on entrait sur le plateau et on répétait 3 jours avec les caméras et on passait une générale l'après-midi de l'émission et le soir à l'antenne en direct. Quand les enregistrements, d'abord kinéscope, puis ensuite magnétoscope sont arrivés, alors on a commencé d'enregistrer par morceaux les pièces, ce qui était déjà un petit avantage. Alors, vous dites par morceau, c'est-à-dire? C'est-à-dire que par séquence, on enregistrait des séquences de 20 minutes, 10 minutes, ce qui permettait de fignoler beaucoup mieux les... Et on pouvait refaire en cas d'échec? Alors on refaisait en cas d'échec ou s'il y avait des pépins, alors que quand ça passait en direct, c'était les aléas, les caméras qui entraient dans l'image et tout, je sais pas. Mais alors quand on a commencé à avoir ces machines, c'était de la pellicule, donc ça devenait beaucoup plus cher alors? Non, c'était pas de la... Oui, c'était... mais avec les kinéscopes, on refaisait pas. Mais quand on a commencé de refaire, quand on avait les bandes magnétiques, alors là, c'était beaucoup moins... Donc à partir de... Mais au début, par exemple, 1960, on avait l'interdiction de faire plus de 4 coupes. Donc on enregistrait 4 séquences. On divisait le spectacle en 4 séquences. Après, quand est arrivé vers les années 63-64, le montage électronique qui permettait de ne plus couper les bandes mécaniquement, alors à ce moment-là, on pouvait faire le nombre de séquences qu'on voulait. Donc l'enregistrement magnétique, c'est à peu près chez vous, 1960? Ouais, 64, 65. Mm-hmm. Il y a une photo de Claude Evelyne, là, qui était la première speakerine de la TV après Arlette, que j'ai photographiée sur l'écran. À l'époque, il n'y avait pas d'autre moyen de garder un souvenir de... Une photo de quand, à peu près? Oh, ben ça doit être 1956 ou 57. Alors, parlez-moi un petit peu de Claude Evelyne. Elle avait un passé de chanteuse. Ah oui, ça a été la grande vedette de l'orchestre, la grande chanteuse vedette de l'orchestre Jacques Elian, qui était le grand orchestre de jazz français. Et elle a fait une belle carrière en France. Et puis, à un moment donné, elle est revenue en Suisse. Et c'est le moment où on cherchait des animatrices, présentatrices, speakerines. Et elle est devenue la speakerine de la télévision romande. Elle l'a été pendant de très très nombreuses années, avec quelques autres qui sont venus par la suite, mais Claude Evelyne est restée la préférée des spectateurs. Alors, est-ce qu'elle était une véritable star à cette époque-là? Ah oui, dans la mesure... il n'y avait pas le même phénomène de starisation qu'il y a aujourd'hui avec les présentateurs du journal ou les grandes vedettes de la TV d'aujourd'hui. Mais pour l'époque, c'était vraiment la maman de tous les spectateurs. Alors là, on voit une scène de La Dame d'Outre Nulle Part qui a eu le prix italien en 1966. Pas tout à fait. En quelle année? Elle n'a pas eu le prix italien, elle était deuxième. Mais... Deuxième, d'accord. Alors, parlez-moi un petit peu de ce film. Film de science-fiction.
Oui, j'étais très intéressé par la science-fiction, j'avais très envie de faire de la fiction, de science-fiction. Et j'étais tombé sur une nouvelle de Georges Langelaan, qui était un auteur de science-fiction très connu à cette époque. Et on a décidé d'adapter sa nouvelle, La Dame d'outre nulle part. C'est l'histoire d'un ingénieur qui travaille dans un centre atomique et qui, la nuit, découvre sur son poste TV qui marche mais où il n'y a plus d'émission, qu'il y a des gens, il y a des images bizarres et petit à petit il réussit à régler le poste pour capter des images de gens qui ont l'air de vouloir s'adresser à lui. Il réussit à mettre un système pour pouvoir parler avec ces gens et il découvre que c'est des gens qui vivent dans une autre dimension, la troisième dimension, qui ont été des victimes de l'épicentre de la bombe de Nagasaki et entre autres une infirmière anglaise prisonnière des Japonais et il tombe amoureux de cette femme à travers l'écran. Alors c'était intéressant parce qu'à la fois c'était de la science-fiction mais c'était aussi tout ça tournait autour du phénomène de la TV. Alors on a monté cette pièce sur un scénario de Jean-Louis Ronconi et voilà, alors la vedette était Henri Serre qui venait de faire un triomphe dans Jules et Jim de Truffaut et qu'on voit ici chez lui dans le décor qu'on avait construit. Donc ça, c'est de la dramatique vidéo, mais enregistrée séquence par séquence. À cette époque, 65, on avait déjà... Mais tourné en pellicule? Non, tourné sur vidéo. Sur vidéo. Vidéo 2 pouces, noir et blanc. Voilà, là, je dirige un des comédiens. Ici, on voit le décor avec les Japonais de l'au-delà et le rôle féminin de la jeune infirmière était interprété par Marie-Blanche Vergne, qui était l'épouse de Jean-Christophe Averti, et qui faisait le rôle de cette jeune femme. Il y avait toutes des scènes dans un centre nucléaire. Et en même temps plein de trucages qu'on devait faire en studio, de ces apparitions sur le poste TV qui se faisaient dans un décor entièrement irréel, blanc, avec des Japonais que j'avais recrutés parmi les étudiants japonais de l'université de Genève. Voilà le travail avec Henri Serre. Donc c'était le type d'émission qu'on répétait pendant 3 semaines en salle de répétition et après une semaine de studio. Et puis là, c'est amusant, moi je travaillais à Moscou à l'époque du prix Italia et mon assistant était allé, m'avait envoyé de Genève un avis qui me dit « Prix Italia attribué à la Pologne, la dame d'outre-nulle-part classée 2e ». Et mon assistant, Alain Bloch, est devenu chef de la fiction à la Suisse en TV romande et vient d'être nommé à FR3, comme quoi tout se tient. Alors, ce film-là, il a été rediffusé de nombreuses fois. Oh, alors il a été diffusé de nombreuses fois. Le film est très... enfin, disons, l'enregistrement est énormément détérioré, et ça, c'est le grand problème qu'on a évoqué de la perte de mémoire du pays. Et on l'a recopié sur 1 pouce, et il a été rediffusé sur 1 pouce, mais il y a 2-3 parasites décrochements qui proviennent du fait que on n'a pas réussi à rattraper. Et ça, c'est le drame de tout ce qui est enregistré sur vidéo analogique, tant qu'on n'a pas du digital. On a parlé de toujours la prospective, la recherche alors voilà des images qui sont intéressantes. Quand sont apparues on peut le voir ici, les premières caméras vidéo portables pour l'actualité, ce qu'on appelle l'ONG, Electronic News Gathering. J'ai tout de suite été très intéressé par cet outil pour d'autres utilisations pour le news, et entre autres pour faire
de la fiction d'une manière un peu particulière, travail à l'épaule. À la même époque, donc c'est en 1967, non, pardon, en 1977, que sont apparues ces caméras. C'est vous qu'on voit au premier plan. Oui, c'est à la même époque qu'en Amérique a été inventé le fameux Steadicam par Garrett Brown et qui a été utilisé pour la première fois dans le film Rocky. Et moi j'avais vu Rocky, tous les cinéastes ont été fascinés par ce nouvel outil et j'ai fait une proposition d'une expérience, d'une émission expérimentale. J'ai adapté une nouvelle de Corinne Abbey qui s'appelle Le Taureau des Sables et qui me semblait tout à fait adaptée pour ce que j'avais envie de faire au point de vue expérimental. Et on a fait venir des États-Unis un Steadicam, on a mis dessus une caméra TK76, première caméra électronique et électronique portable, et on a répété, c'est une petite émission qui dure 25 minutes, répété en salle de répétition, comme on le faisait pour les dramatiques, mais avec la caméra, le Steadicam. Vous voyez qu'il y a tout un harnachement qui permet, donc le Steadicam, qui permet de marcher avec une caméra sans qu'on sente le mouvement. Et après, on s'est rendu sur les décors naturels et le film a été tourné en une journée avec un nombre minimum de plans. Il n'y a que 4 coupes dans le film sur les 25 minutes. Et quelle est l'intrigue? L'intrigue, c'est un paysan qui vient voir un notaire parce qu'il dit qu'il a découvert un taureau, une statue de taureau fabuleuse, mais il pense que c'est un taureau magique, etc. Ah d'accord, c'est la nouvelle de Corinne Abbey. C'est la nouvelle de Corinne Abbey. Alors le rôle du paysan est joué par Roger Gindley qui est là. Ici, on a Philippe Roulin, le caméraman, qui sait, vous voyez, toute la structure du Steadicam. Là, depuis le Steadicam, c'est beaucoup amélioré. Mon ingénieur du son, qui est René Suterlin ici, avait développé un système de prise de son qui pouvait marcher avec ça. Et ici, Willy Jacques, l'ingénieur électronicien, qui porte l'enregistreur portable de l'époque. À l'époque, on n'avait pas des caméras comme celle la vôtre, où tout s'enregistrait. S'enregistrait là, et on avait encore tous les fils qui nous reliaient. Et voilà, et c'était le début du film. On voit le paysan qui débarque ici, qui va voir le notaire dans son bureau, et c'était un travail complètement d'équipe. On voit ici comment ça se passe, cette coordination qu'il faut avoir entre le caméraman, le preneur de son. Moi, je porte le câble, je contrôle la mise en scène, et ici, l'ingénieur du son qui suit les acteurs dans tous les décors, extérieurs ou intérieurs. C'était intéressant déjà en répétition parce qu'on pouvait voir immédiatement le travail corriger le travail des comédiens, et puis ensuite sur le terrain, voilà ce que ça donnait. Il y a différentes scènes, avec aussi la possibilité de contrôler sur place. Aujourd'hui, on rigole parce qu'on fait des choses bien plus fantastiques, mais il faut penser que il y a déjà 18 ans de ça. Et donc là, on avait une petite batterie qui nous permettait de visionner immédiatement dans le terrain l'image qu'on venait d'enregistrer. Et ça a été la première expérience qu'on a faite depuis. C'est devenu une banalité tout ça, mais il fallait bien commencer une fois. Alors c'était pour moi aussi retrouver le même genre d'expérimentation que j'avais vécu 15 ans avant, 18 ans avant,
avec les débuts de la TV. Là, c'était les débuts et du Steadicam et de l'ENG.